Bonjour à tous et à toutes, je souhaite la chaleureuse bienvenue sur ma chaîne, j'espère que vous allez tous bien. Aujourd'hui, nous allons procéder à l'analyse des stratégies de communication qui ont été établies et adoptées par Meghan et Harry dans leur série documentaire récemment sortie sur Netflix. Déjà, il faut comprendre que depuis qu'ils sont en conflit face à la famille royale d'Angleterre, chaque prise de parole du couple fait partie d'un processus de communication, d'une stratégie de communication bien établie qui a pour objectif d'avoir le plus grand nombre de personnes possible de leur côté. Et bien évidemment, pour ce documentaire, Meghan et Harry ont utilisé des stratégies de communication. J'en ai identifié trois. Il en existe certainement plusieurs autres, mais je vais juste me focaliser sur ces trois, vu qu'il y aura des épisodes qui seront de sortie très prochainement. Pour ceux et celles qui n'ont pas encore regardé le documentaire, vous pouvez regarder mon analyse. De toute façon, je vais juste divulgacher quelques informations et quelques détails. Donc ici, je vais vous parler déjà de ma chaîne. J'analyse les stratégies de vie et je traite des thématiques de relations humaines et sociales. Si tout cela t'intéresse, abonne-toi à ma chaîne et enclenche la cloche de notification afin d'être informé à chaque fois que je mettrai en ligne une nouvelle publication. Pour commencer, il faut déjà qu'on puisse faire un petit recadrage et pour cela, on va faire un petit aperçu historique des événements. Si on se souvient, en 2021, Meghan et Harry avaient eu une interview avec Oprah Winfrey. Selon eux, le but de cette interview était de rétablir la vérité et de démentir tout ce qu'avaient pu raconter jusque-là les tabloïds anglais. Ça, c'était un objectif, on va dire, explicite, car il y en avait un qui était implicite. Et le but implicite de cette interview était d'obtenir l'adhésion ou la faveur de l'opinion publique qui les aiderait à mener à bien le processus de négociation dans lequel ils étaient face à la famille royale d'Angleterre. N'oublions pas que quelques années auparavant, Meghan et Harry s'étaient vus retirer quelques privilèges royaux. Et selon moi, ça peut ne pas être le cas. Cette interview avait deux cibles prioritaires. Il s'adressait prioritairement d'une part à la famille royale d'Angleterre, contre laquelle le couple était en plein processus de négociation, et d'autre part au peuple britannique, à qui le couple souhaitait expliquer réellement les raisons de son départ. Ils capitalisaient aussi, je crois, sur le fait qu'Harry a été pendant longtemps le fils chouchou de l'Angleterre et comprendre en fait pourquoi il était parti de la famille royale les aurait peut-être aidés à acquérir ou à obtenir la faveur de l'opinion publique anglaise. Mais ça n'a pas été le cas. Ils se sont malheureusement rendus compte que l'interview n'a pas obtenu gain de cause, n'a pas atteint les buts et objectifs escomptés. Et c'est pourquoi, selon moi, pour ce documentaire, ils ont fait un reciblage. C'est-à-dire, ils ont changé de cible prioritaire. Et selon moi, ça peut toujours ne pas être le cas. Le seul documentaire cible prioritairement d'une part la population américaine et d'autre part les populations du Commonwealth. Et concernant déjà la population américaine, il ne faut pas oublier que depuis quelques années, Meghan et Harry vivent aux États-Unis. Ils y comptent bien y rester. Il est important pour eux de se faire d'être entourés des personnes qui les comprennent et qui les soutiennent. Et ajouté à cela, je crois qu'ils veulent obtenir l'adhésion ou la faveur de l'opinion publique américaine. Et ils essayent de jouer sur certains enjeux. Ils sont conscients qu'aux États-Unis, la monarchie ou la royauté est vue comme quelque chose de dépassé. Il ne faut pas oublier que les États-Unis sont une ancienne colonie de l'Angleterre qui a dû se détacher du régime monarchique pour adopter un régime démocratique et que pour la grande majorité de la population américaine, la monarchie ou la royauté est vue comme quelque chose soit qu'on admire de loin, c'est bien pour les autres et pas pour nous, ou soit comme quelque chose de complètement archaïque. Et dans cet environnement, se confronter ou quitter la famille royale n'est pas perçu comme quelque chose de blasphématoire, contrairement en Angleterre ou dans le Royaume-Uni. Pour les populations du Commonwealth, là, Harry et Meghan jouent aussi sur certains enjeux. Ils sont conscients que la royauté anglaise ne repose pas que sur la Grande-Bretagne ou sur le Royaume-Uni, mais sur toute une organisation, le Commonwealth, qui se compose de différentes nations et de différentes populations qui sont en grande majorité issus des minorités ethniques et qui pourraient de ce fait aisément s'identifier à Meghan. Et là, ils vont essayer de jouer sur un lien d'identification. Et je vous montrerai comment ils procèdent. Donc ça, c'est pour le reciblage. Concernant maintenant les stratégies de communication en elles-mêmes, la première stratégie que le couple a adoptée, c'est la diminution sociale. C'est une stratégie qui consiste à diminuer ou à masquer ces pouvoirs sociaux dans le but de permettre au plus grand nombre de pouvoir aisément s'identifier à soi.
Et tout au long du documentaire, le couple le fait d'une part en effaçant les signes liés à la royauté ou les signes liés au prestige royal et d'autre part en gommant tous les signes ostentatoires de richesse. Et on peut déjà le voir lorsqu'Harry et Meghan se présentent comme un couple qui souhaiterait travailler afin de subvenir aux charges de leur foyer, comme le font monsieur et madame tout le monde. Et ils sont conscients qu'en se présentant sous cet angle, ils s'opposent radicalement aux autres membres de la famille royale qui, eux, dépendent du contribuable anglais. Sachant très bien que c'est un sujet qui crée pas mal de tensions et pas mal de polémiques actuellement. Ensuite, on a aussi l'exposition d'un mode de vie simple. Déjà, il nous explique que même lorsqu'il faisait partie intégrante de la famille royale, il ne vivait pas dans un château, mais dans un cottage. Et ce cottage avait un plafond assez bas. Malgré cela, il s'y plaisait dans cet endroit. Ils ont même invité Oprah Winfrey y prendre du thé ou un café. Et on a aussi toutes les mises en scène qui sont disséminées ici et là tout au long du documentaire. On a Harry, par exemple, qui se balade pieds nus, qui joue avec Archie en le poussant simplement sur une valise. On a aussi Harry qui est au plus près de la nature, hein, Harry et Meghan qui adorent la nature et qui inculquent à leur fils l'amour de la nature. C'est pas qu'ils n'adorent pas la nature, je pense qu'ils adorent la nature, mais le fait de se mettre en scène de cette manière leur permet de montrer au monde en fait qu'ils aiment les choses simples et ils inculquent à leur fils l'amour des choses simples. L'amour de la nature, c'est l'amour des choses simples. On a aussi désolée pour le bruit de mon ordinateur. On a aussi la présence régulière de la maman de Meghan qui vient comme ça renforcer ce sentiment de simplicité et qu'Harry appelle grand-mère. Ça permet quelque part d'humaniser Harry. Il y a aussi la mise en scène de leur couple, Harry et Meghan. C'est un couple qui s'est rencontré comme le font la plupart des couples actuellement via les réseaux sociaux par l'intermédiaire d'une amie. Tout cela vient renforcer ce sentiment de simplicité. Harry et Meghan apparaissent comme monsieur et madame tout le monde et même dans le choix de la nounou d'Archie, on a une nounou qui vient comme ça briser tout le protocole avec lequel sont élevés les princes. C'est pas le cas pour Archie. Lui, il est porté sur le dos de sa nounou et sa nounou le porte comme on porte les enfants zimbabwéens. Et toute cette petite mise en scène, toute cette petite information permettent à Harry et Meghan de se présenter comme un couple de la classe moyenne hein, auquel tout le monde pourrait aisément s'identifier. Et ça leur permet aussi d'autre part d'aller à l'encontre des opinions selon lesquelles Harry et Meghan seront essentiellement drainés par l'appât du gain. Ensuite, la seconde stratégie ou la deuxième stratégie de communication, c'est l'identification sociale et raciale. L'identification sociale est portée par Harry. Harry nous explique que c'est son devoir, sa responsabilité en tant que mari et en tant que père qui l'a conduit à quitter sa famille au sens large et à partir de l'Angleterre pour s'installer d'abord à Vancouver, ensuite aux États-Unis. Il nous explique que Meghan faisait face à un harcèlement acharné de la part de médias et qui était d'autant plus violent qu'il était lié à sa couleur de peau et ce qui n'est pas totalement vrai parce que toutes les femmes aussi de sa famille ont fait l'objet d'un harcèlement, mais celui de Meghan était d'autant plus violent qu'il était un harcèlement, on va dire, raciste lié à sa couleur de peau et qu'il était hors de question pour lui de laisser sa femme ainsi que son fils dans cet environnement de haine. Sachant très bien qu'il a été témoin d'une part de la souffrance de sa mère et d'autre part de la souffrance des femmes qui ont épousé les hommes de sa famille. Et afin de mettre sa femme et son fils à l'abri, il s'est vu contraint de quitter la famille royale d'Angleterre et de s'installer dans un endroit où il permettrait à sa femme et ainsi qu'à son fils d'évoluer de façon plus sereine et d'évoluer dans un endroit plus sain. Et ici, en se présentant ainsi, il vient titiller le sens de responsabilité de toutes les personnes qui seraient dans la même situation qu'Harry, qui seraient mari et père, ou même pas, mais qui ont au moins un sens de responsabilité et qui pourraient aisément comprendre quelle a été l'origine de son choix. Et Harry aussi ne cesse de nous le rabâcher tout au long du documentaire que n'importe qui dans ma situation aurait agi de la même manière que moi. C'est pour vous montrer à quel point il a été à la limite contraint de quitter sa famille au sens large et de quitter la famille royale d'Angleterre, de quitter l'Angleterre afin de préserver la santé mentale de sa femme qui était en train de se détériorer considérablement
du fait en fait de ce harcèlement, de cet acharnement des médias. Et en se présentant aussi en tant que père responsable et en tant que, on va dire quoi, mari responsable, cela permet aussi de démentir les rumeurs selon lesquelles ce serait Meghan qui serait l'instigatrice ou à l'initiative de leur départ de la famille royale. Ensuite, il y a l'identification raciale et elle est portée par Meghan. Harry et Meghan nous expliquent que leur couple a apporté une sorte de rafraîchissement, une forme de modernité au sein du Commonwealth. Vu que Meghan était la première personne issue de la diversité qui a intégré la famille royale, et du fait de sa couleur de peau, elle a pu acquérir une certaine notoriété dans le Commonwealth, vu que les personnes des populations de ces différents pays pouvaient aisément s'identifier à elle et y voyaient en Meghan une sorte de représentant au sein de la famille royale. Et cette notoriété, au lieu que la famille, l'institution royale puisse capitaliser là-dessus, au contraire, elle est aperçue comme une sorte de menace. Et avec l'aide des médias, ils ont totalement désavoué Meghan. Et en en présentant l'institution royale de cette façon, Harry permet aussi aux gens de comprendre que c'est une institution qui est totalement fermée à l'inclusivité. Pourtant, elle règne sur des différentes populations qui sont en grande majorité issues des minorités ethniques. Et il vient ici enfoncer le clou en invoquant le passé esclavagiste de l'Angleterre qui aurait bâti sa richesse sur ses anciennes colonies, mais qui ne prend pourtant pas en compte les personnes en fait qui sont issues de ces colonies. Et il se présente en tant qu'un exemple parfait de la famille royale. Lui-même, il le dit que tout au long de son vécu au sein de la famille royale, malgré qu'il soit allé à la rencontre de différentes populations, ce n'est qu'aux côtés de Meghan qu'il a pu véritablement être sensibilisé aux problématiques liées à la race ou liées à la couleur de peau. Et là, ça permet en fait de créer un sentiment d'identification avec des personnes qui sont issues des minorités ethniques et qui pourraient comprendre les enjeux ou les problématiques auxquelles a été confrontée Meghan. Et Meghan aussi vient nous parler de son vécu. Cela permet aussi d'enfoncer en fait son statut, bon, pas d'enfoncer, mais d'accroître, on va dire ça comme ça, ou de planter son statut de victime. Elle nous explique que ce n'est que dès son entrée au sein de la famille royale qu'elle a dû faire face à des problématiques liées à sa couleur de peau. Et c'est vrai, vu que Meghan a bénéficié de ce qu'on appelle un white passing, en français le mot c'est usurpation d'identité, mais le mot français vient détériorer la connotation réelle en fait de cette expression. C'est le fait pour une personne qui fait partie d'un groupe racial ou d'un groupe ethnique de se faire passer ou d'être acceptée comme faisant partie d'un autre groupe racial ou d'un autre groupe ethnique. Et ça l'est pour Meghan, qui est une femme métisse, mais qui toute sa vie s'est présentée comme une femme blanche. On peut déjà voir son manager qui nous explique un peu les problèmes auxquels elle a dû être confrontée du fait de sa couleur de peau. On l'a présentée comme une femme noire, comme une femme métisse, et quand elle apparaissait comme une femme blanche. Donc ce n'est que dès son entrée au sein de la famille royale que Meghan a été perçue comme une femme de couleur et les problématiques liées à sa couleur de peau ont été d'autant plus violentes pour elle qui n'avait pas été confrontée à ce type de problématiques. Et en invoquant en fait on va dire quoi, tout cela permet de créer un sentiment d'identification avec toutes les personnes issues des minorités ethniques. Ensuite, la troisième stratégie de communication, c'est l'association à Lady Diana. Harry et Meghan sont conscients que Lady Diana était une femme qui avait un capital sympathie et une notoriété assez importante. Et ils essayent de capitaliser là-dessus afin de reprendre tout cela à leur propre compte. Déjà, Harry se présente comme étant le digne fils de sa maman. Il est plus sensible, plus rebelle aussi. Il est plus chaleureux, plus au fait des problématiques du commun des mortels. Et son amour pour l'Afrique, son amour pour le bénévolat, son amour pour l'aide et l'entraide. Et il ne cesse de présenter Meghan avec toutes les caractéristiques de sa maman. Meghan est une femme affectueuse, une femme chaleureuse, pleine de compassion, forte, rebelle aussi en quelque sorte, et qui trouve son bonheur dans le bénévolat, dans l'entraide, dans le volontariat,
Virginia. Et tout cela participe en fait à présenter Meghan comme une Diana des temps modernes. On peut le voir même lors du documentaire avec toutes les scènes où on voit Meghan aller être accueillis de façon très chaleureuse dans des populations des différentes nations du Commonwealth, et même le fait qu'elle ait aidé les femmes sinistrées d'un incendie à pouvoir se faire de l'argent en leur conseillant de sortir un livre culinaire qui s'est vendu à des millions d'exemplaires. Tout cela participe à présenter Meghan comme étant la Diana des temps modernes. Donc c'est un peu ça les trois stratégies de communication qui ont été utilisées par le couple tout au long de ce documentaire. Comme je vous l'ai dit, il en existe plusieurs autres, mais je me suis juste focalisée sur ces trois. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous avez pu identifier d'autres stratégies de communication. Laissez-moi vos avis sur ce documentaire, je les lirai avec grand plaisir. Abonnez-vous à ma chaîne afin de soutenir mon travail. Commentez, partagez, likez. J'espère que vous porterez bien d'ici là. Sur ce, je vous souhaite une bonne fin d'année. Ciao, bye.